Hélène Valois ne se doutait pas que la serviette tachée de ketchup qu'elle tenait entre ses doigts, tremblant, valait 40 millions d'euros. Pour elle, l'homme épuisé portant un sweat à capuche gris à la table numéro 4 semblait simplement incapable de résoudre une équation de calcul de base. Dans l'univers feutré et impitoyable de l'Obsidienne, l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris, une serveuse est censée être invisible, un simple fantôme portant un plateau d'argent. Mais quand Hélène tapota l'épaule de Jacques de Torn, le milliardaire reclus, pour lui signaler une erreur fatale dans sa logique mathématique, elle ne se contentait pas de corriger un calcul. Elle déverrouillait une conspiration que la place financière de Paris avait enterrée depuis une décennie. 10 minutes plus tard, son tablier serait à la poubelle et sa vie ne tiendrait plus qu'à un fil. La pluie battait furieusement contre les immenses baies vitrées de l'Obsidienne, ce nouveau temple parisien de l'excès culinaire, situé au cœur du Triangle d'Or. À l'intérieur, l'air embaumait la truffe blanche, le vieux cognac et une forme sourde de désespoir. Hélène Valois ajusta la lanière de son tablier, ignorant la douleur vive et lancinante qui lui transperçait le bas du dos. Il était 22h45 ce mardi soir, et elle était debout depuis 11 heures. Ses aspirations à un doctorat de mathématiques à l'école polytechnique s'étaient éteintes 3 ans plus tôt, enterrée sous une montagne de dettes médicales contractées pour soigner son père. Aujourd'hui, elle servait des risottos à 200 € à des hommes qui la traitaient comme un élément du mobilier. La table 4 a besoin d'un rafraîchissement immédiat, Hélène. Bouge-toi, aboya Michel, le maître d'hôtel. Michel était un homme qui portait des costumes 3 tailles trop serrés et possédait la chaleur humaine d'un reptile à sang-froid. Et ne le regarde pas dans les yeux. Il est d'une humeur exécrable. Hélène saisit la carafe d'eau. La table 4 était l'emplacement le plus prisé, niché dans une alcôve de velours sombre. Le client était là depuis 2 heures. Il n'avait pas touché à son assiette. Il portait un sweat à capuche gris élimé qui semblait sortir d'une friperie. Et pourtant, il était assis dans un établissement où l'eau minérale coûtait plus cher que le salaire horaire d'Hélène. Elle s'approcha en silence. L'homme était voûté sur la table, griffonnant furieusement sur le dos de l'addition et sur plusieurs serviettes en papier. Ses cheveux étaient en désordre, grisonnant aux tempes, et il dégageait une intensité terrifiante. Hélène versa l'eau pétillante. Il ne scia pas. Il continuait d'écrire, possédé par ses chiffres. Elle jeta un coup d'œil. Elle n'aurait pas dû. La règle d'or de l'Obsidienne était l'indifférence totale. Mais l'esprit d'Hélène était une machine qui ne pouvait s'empêcher de fonctionner. Elle voyait des nombres, des variables, des intégrales. Ce n'était pas le calcul d'un pourboire. C'était un modèle d'évaluation des risques pour un rachat d'entreprise par endettement. Plus précisément, il essayait de calculer la probabilité de dépréciation des actifs sur une courbe de 5 ans en utilisant un modèle de volatilité stochastique. Hélène s'arrêta net, la carafe suspendue dans les airs. Ses yeux suivirent l'encre noire sur la serviette. L'équation A mène à B, dérivée de X. Elle fronça les sourcils. « Vous allez perdre l'entreprise », dit-elle d'une voix douce mais assurée. La main de l'homme se figea. Le grattement du stylo s'arrêta net. Le silence dans l'alcôve devint soudainement lourd et oppressant. Lentement, Jacques de Torn leva les yeux. Il avait le regard fatigué, des cernes profonds marqués sur une peau pâle. Mais son regard était tranchant comme un scalpel. Il ne ressemblait pas à un milliardaire. Il ressemblait à un professeur d'université souffrant d'insomnie chronique. Mais tout le monde connaissait Jacques de Torn. Il était le fantôme de la bourse, le PDG de Torn Capital, un homme qui achetait des corporations entières pour les démanteler avant le petit déjeuner. « Pardonnez-moi », demanda-t-il d'une voix basse, sourde et dangereuse. Hélène réalisa instantanément l'ampleur de son audace.
Son cœur se mit à cogner contre ses côtes. Elle serra la carafe plus fort. « Je suis désolé, monsieur. Je vais chercher votre note. » « Non. » Il leva une main pour l'arrêter. « Vous avez dit que j'allais perdre l'entreprise. » « Pourquoi ?» Hélène regarda vers les cuisines. Michel l'observait comme un faucon, les yeux plissés de suspicion. Si elle continuait la discussion, elle était licenciée. Si elle partait, Thorne risquait de faire un scandale. Elle soupira, se résignant à son sort. Elle pointa un ongle soigné vers la 3e ligne de ses gribouillis. « Vous utilisez une distribution gaussienne pour modéliser le risque, » expliqua-t-elle, sa voix se raffermissant à mesure que la logique mathématique prenait le dessus sur sa peur. Mais les conditions du marché pour ce secteur spécifique, en supposant qu'il s'agisse de matériel technologique d'après la valeur bêta que vous avez inscrite ici, présentent des queues de distribution épaisses. Les événements extrêmes sont bien plus probables que ce que votre modèle prédit. Thorne fixa la serviette, puis leva les yeux vers elle. Continuez. Si vous reportez cette erreur jusqu'à l'intégration sur la ligne du bas, poursuivit-elle en se penchant légèrement, vous sous-estimez la volatilité d'un facteur 3. Vous pensez que le risque est de 12%. En réalité, il est proche de 38%. Si vous achetez à ce prix, le service de la dette écrasera les flux de trésorerie en moins de 6 mois. Vous ne perdrez pas seulement des bénéfices. Vous déclencherez une clause de défaut de paiement. Thorne retourna à sa serviette. Il sortit un stylo plume Montblanc de sa poche et raya une ligne entière. Il griffonna un nouveau calcul, ses lèvres bougeant en silence. Il recommença. Puis, il s'arrêta. Il s'adossa à la banquette de cuir, exhalant un long soupir. « 37,8%, murmura-t-il. Il leva les yeux vers elle, la voyant réellement pour la toute première fois. « Qui êtes-vous » ? « Je ne suis que la serveuse, monsieur de Thorne, » répondit Hélène en reculant d'un pas. « Voici l'addition. Je vais chercher le terminal de paiement. » « Hélène. » Le cri résonna à travers la salle. Michel arrivait en trombe, le visage empourpré par la rage. Il s'approcha de la table, essoufflé et transpirant. « Monsieur de Thorne, je vous présente mes excuses les plus sincères, » bafouilla Michel en s'inclinant légèrement. « Est-ce que cette employée vous a importuné ? Elle est nouvelle, elle est incompétente, elle est ennuyeuse, » trancha Thorne froidement, sans quitter Hélène des yeux. Michel se tourna vers Hélène, un rictus méprisant déformant sa lèvre. « En cuisine, tout de suite. Tu es fini. Prends tes affaires et disparais. » « Mais, » commença Hélène. « Dehors !» siffla Michel. « Tu as dérangé un client VIP. Tu as de la chance que je n'appelle pas la police pour harcèlement. » Hélène sentit le sang quitter son visage. Elle regarda Thorne, espérant une défense, un mot, n'importe quoi. Mais le milliardaire était déjà retourné à ses calculs, ignorant le monde autour de lui. Il avait pris sa correction, l'avait utilisée et l'avait jetée. Bien sûr, les hommes riches ne se souciaient pas du petit personnel. Hélène dénoua son tablier en plein milieu de la salle, le jeta sur une chaise vide et sortit. Elle ne regarda pas en arrière. L'allée de service derrière l'obsidienne sentait le carton mouillé et le poisson avarié. La pluie s'était transformée en un véritable déluge. Hélène se tenait sous le petit auvent, grelottante dans son fin chemisier d'uniforme noir, serrant son sac à main contre elle. Elle vérifia son compte bancaire sur l'écran brisé de son téléphone. Solde 42,18 €. Le loyer était dû dans 3 jours. Les médicaments de son père n'étaient pas remboursés par la mutuelle ce mois-ci. « Idiote !» murmura-t-elle pour elle-même, essuyant la pluie sur sa joue. « Il a fallu que tu fasses l'étalage de ta science. Il a fallu que tu sois la plus intelligente de la pièce. »
Elle commença à marcher vers la station de métro, se serrant les bras pour lutter contre le froid. Les rues de Paris étaient sombres et glissantes. Elle entendit le bruit des pneus sur l'asphalte mouillé derrière elle, le ronronnement sourd d'un moteur puissant. Elle ignora le bruit, pressant le pas. La voiture se rangea à sa hauteur et ralentit pour suivre son rythme. C'était une berline noire, aux vitres teintées plus sombres que la nuit. Hélène serra la poignée de son sac. Elle chercha du regard un magasin ouvert, un gardien, n'importe qui. La vitre arrière descendit dans un sifflement mécanique. « Montez », dit une voix. Hélène s'arrêta. Ce n'était pas une prière. Elle scruta l'obscurité à l'intérieur du véhicule. Jacques de Thorne était assis sur la banquette arrière. Il ne portait plus son sweat. Il avait enfilé une chemise blanche impeccable, le premier bouton ouvert. Il tapait sur une tablette numérique. « Je ne suis ni une escorte, ni un taxi », dit Hélène, la voix tremblante mais défiante. « Allez résoudre vos problèmes de maths tout seul. » Thorne s'arrêta de taper. Il regarda par la fenêtre. « Vous venez de me faire économiser 200 millions d'euros, mademoiselle Valois. » Hélène se figea. « Comment connaissez-vous mon nom ? Je sais tout de vous, » répondit Thorne calmement. « Hélène Marie Valois, ancienne prodige de Polytechnique, spécialisée dans la dynamique non linéaire et la théorie du chaos. Vous avez abandonné vos études il y a 3 ans quand votre père, André Valois, a été diagnostiqué d'un Parkinson précoce. Vous cumulez 3 emplois pour payer ses soins. Vous avez actuellement 2 mois de retard sur les frais de l'établissement spécialisé. » Hélène eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing à l'estomac. La pluie trempait ses cheveux, les collant à son visage. « Qui êtes-vous ? » ?»« Je vous l'ai dit, je suis le gars qui était sur le point de commettre une erreur très coûteuse. » Thorne désigna le siège vide à côté de lui. « Il fait chaud ici, et j'ai une offre d'emploi à vous proposer. Cela paie mieux que les pourboires, à l'Obsidienne. » Hélène hésita. Chaque fibre de son être lui criait que c'était dangereux, mais le souvenir du solde de son compte bancaire clignota dans son esprit. « Si vous tentez quoi que ce soit, » dit-elle. « J'ai un stylo dans ma poche, et je sais exactement où se trouve votre jugulaire. » Thorne esquissa un sourire. C'était une expression terrifiante, brève et tranchante. Je n'en attendais pas moins d'une théoricienne du chaos. « Montez !» Elle grimpa dans la voiture. La portière se referma avec un bruit mat, isolant le tumulte de la ville. L'intérieur sentait le cuir luxueux et une odeur stérile comme l'ozone. « Où allons-nous » demanda Hélène. « À mon bureau » répondit Thorne. « Nous avons du travail. Il est presque minuit. L'argent ne dort jamais, Hélène. Et mes ennemis non plus. » Thorne lui tendit une tablette. Elle affichait l'organigramme complexe d'une société appelée Etalguard Logistique. « Je n'ai pas seulement acheté une entreprise ce soir. J'ai acheté une scène de crime, et j'ai besoin de quelqu'un capable de voir les chiffres qui n'existent pas. » Hélène regarda l'écran. C'était un enchevêtrement de sociétés écrans et de comptes offshore. « Pourquoi moi ? Vous avez une armée de comptables. » « Les comptables cherchent des niches fiscales, » dit Thorne, ses yeux se durcissant. « J'ai besoin de quelqu'un qui cherche des motifs, des schémas. Quelqu'un capable de repérer un mensonge dans un tableur depuis l'autre bout de la pièce. » Il se rapprocha d'elle. Cette erreur mathématique sur la serviette. Ce n'était pas la mienne. Hélène fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? » « Je n'ai pas commis cette erreur volontairement, » murmura Thorne. « J'ai recopié ces chiffres directement du rapport d'audit que mon directeur financier m'a remis ce matin. Mon directeur financier, un homme en qui j'ai confiance depuis 10 ans, voulait que j'achète cette entreprise. Il voulait que j'utilise ce modèle erroné.
La réalisation frappa Hélène de plein fouet. Il voulait que vous échouiez. Il voulait que je saigne, corrigea Thorne. Quelqu'un essaie de détruire Thorne Capital de l'intérieur. Je ne sais pas qui d'autre est impliqué. Je ne peux pas faire confiance à mon conseil d'administration. Je ne peux pas faire confiance à mes analystes. Il la regarda intensément. Vous êtes un fantôme, Hélène. Vous n'existez pas dans mon monde. Personne ne vous connaît. Personne ne vous craint. Cela fait de vous mon arme la plus redoutable. La voiture prit un virage serré, se dirigeant vers le quartier de la Défense. Les gratte-ciels imposants se dressaient comme des géants d'acier sous la pluie. « Je vous propose un poste d'assistante exécutive, » dit Thorne. « Le salaire de départ est de 250 000 € par an. Plus une prime si nous survivons à la semaine. » Hélène le fixa, hébétée. Le chiffre était astronomique. Cela résoudrait tout. Cela sauverait son père. Et si je dis non? Alors le chauffeur vous ramène chez vous et vous retournez servir des risottos. Hélène baissa les yeux vers la tablette. Elle vit les chiffres danser à nouveau. Elle vit le motif caché. Et au fond d'elle, l'universitaire endormi, la femme qui aimait les énigmes plus que les gens, sentit une étincelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « J'aurais besoin d'une avance, » dit Hélène. « Pour mon père. » Thorne sortit un chéquier. Il écrivit un montant et détacha la page. Il ne lui remit pas en main propre. Il le posa sur la console entre eux. « Bienvenue chez Thorne Capital, » dit-il. « Ne vous installez pas trop confortablement. Nous sommes actuellement en guerre. » La voiture descendit dans le parking souterrain de la tour Thorne. Tandis qu'il s'enfonçait dans les profondeurs du bâtiment, Hélène réalisa qu'elle ne pénétrait pas seulement dans le bureau d'un milliardaire. Elle entrait dans une fosse aux requins. Mais Thorne ignorait une chose. Hélène Valois avait nagé avec des requins toute sa vie. Les siens portaient simplement des tabliers au lieu de costumes de créateurs italiens. L'ascension vers le 90e étage de la tour Thorne dura 45 secondes. Pour Hélène, ce fut comme une transition entre deux dimensions. Ses oreilles se bouchèrent alors que les chiffres sur l'affichage numérique grimpaient, laissant loin derrière la crasse des rues parisiennes détrempées. Quand les portes s'ouvrirent, elles ne révélèrent pas un bureau de réception, mais un vaste espace de verre et d'acier qui ressemblait plus à un centre de commandement qu'à un bureau. Les lumières étaient tamisées, diffusant un bleu ambiant. À travers les fenêtres panoramiques, l'horizon de Paris était une grille de diamants scintillants, indifférente aux gens qui luttaient en bas. « Mon étage personnel, » dit Jacques de Thorne en sortant. Pas de caméra, pas de personnel de nettoyage, pas de regards indiscrets, juste la salle des serveurs et mon bureau. Hélène le suivit, ses baskets grinçant sur le sol de marbre poli. Elle se sentait douloureusement consciente de sa tenue, son pantalon noir taché de graisse de cuisine et son chemisier qui sentait vaguement l'ail. Elle entrait dans le sanctuaire intérieur de la finance mondiale, en ressemblant à quelqu'un qui venait de terminer son service dans un bistrot de quartier. Parce que c'était précisément le cas. Thorne se dirigea droit vers un immense bureau en chêne massif qui dominait le centre de la pièce. Il tapota la surface et des écrans holographiques s'allumèrent, flottant dans les airs. « Voici les données brutes d'Etalguard Logistique », dit Thorne en désignant les colonnes de chiffres flottantes. « Et ceci », ajouta-t-il d'un geste de la main, faisant apparaître un second écran, « est l'audit de Simon Delacroix. »« Simon Delacroix ?» répéta Hélène, testant le nom. « Mon directeur financier ? Mon meilleur ami depuis les bancs de l'université, le parrain de mai. » Thorne s'arrêta, sa voix s'étouffant une fraction de seconde avant de se durcir à nouveau. « Le parrain de mes enfants inexistants. Nous avons bâti cette entreprise ensemble à partir de rien. Et vous pensez qu'il vous trahit ? Je ne pense pas, » répondit Thorne en sortant une bouteille de whisky d'un tiroir et en versant 2 verres. Il ne lui en proposa pas.
Il vida le sien d'un trait. Les mathématiques disent qu'il le fait. Vous l'avez prouvé. L'erreur dans le modèle de risque n'était pas de l'incompétence. Simon ne fait jamais d'erreur. C'était délibéré. Il voulait que l'acquisition se concrétise pour que la dette déclenche une clause de défaut de paiement immédiate. Hélène s'approcha des écrans. Sa fatigue commençait à s'évanouir, remplacée par l'adrénaline de l'énigme. Elle ne voyait pas les chiffres comme de la monnaie, mais comme un flux d'énergie. S'il déclenche un défaut de paiement, murmura Hélène, ses yeux balayant les lignes de code. Les créanciers saisissent les actifs. Qui sont les créanciers? Thorne appuya sur une touche. Un consortium appelé Vanguard Holdings. Hélène plissa les yeux. Laissez-moi voir la structure de propriété de Vanguard. Je ne peux pas. C'est une fiducie aveugle, basée aux îles Caïmans. Totalement opaque. Rien n'est opaque, murmura Hélène. Elle s'assit dans le fauteuil en cuir de Thorne. Il coûtait plus cher que la voiture de son père. Elle tira le clavier vers elle. Les chiffres laissent toujours une ombre. Que faites-vous? Je cherche l'écho, dit-elle, ses doigts volant sur les touches. Si Simon Delacroix vous transmet de mauvaises données, il doit communiquer avec Vanguard. Même si la fiducie est aveugle, le flux d'argent ne l'est pas. Je vais effectuer une analyse spectrale sur les horodatages des transactions. Thorne l'observait. Pour la première fois depuis des années, il semblait incertain. Vous savez coder en Python. Monsieur de Thorne. J'ai écrit une thèse sur les modèles de prédiction algorithmique pour les systèmes météorologiques chaotiques. Suivre quelques milliards d'euros est plus facile que de prédire un orage. Pendant l'heure qui suivit, le seul son dans le penthouse fut le cliquetis rythmique du clavier et le martèlement de la pluie contre les vitres. Thorne faisait les 100 pas dans la pièce, regardant les informations sur une télévision sans son. Les titres défilaient déjà. Rumeurs d'instabilité chez Thorne Capital. Chute des contrats à terme. Les requins commençaient à tourner. « Je vous tiens », dit soudainement Hélène. Thorne fut à ses côtés en un instant. « Qu'est-ce que c'est ? » « Ce n'est pas seulement un mauvais modèle de risque, dit Hélène, le visage pâle sous la lumière bleue de l'écran. C'est une boucle. Regardez ces horodatages. Chaque fois qu'Etalguard déplace de l'argent, une microtransaction de 0,01 centime se produit sur un compte dormant à l'intérieur des propres serveurs de votre entreprise. C'est un signal. Un signal pour qui? Pour un robot de trading automatisé, expliqua Hélène. Il attend. Au moment où vous signez l'accord pour Etalguard, le robot exécute une vente à découvert massive sur vos propres actions. Il n'essaie pas seulement de vous mettre en faillite, Jacques. Il parie contre vous avec votre propre argent. Le visage de Thorne devint livide. Un délit d'initié à une échelle massive. Si cela s'exécute, dit Hélène en levant les yeux vers lui, vous irez en prison pour fraude. L'autorité des marchés financiers verra les transactions provenant de votre propre serveur, autorisées par vos propres identifiants. Simon a volé mes clés d'accès, réalisa Thorne. Il frappa le bureau de son poing, faisant scintiller les écrans. Il me piège. À ce moment précis, l'ascenseur carillonna. Le son résonna comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Hélène sursauta. Les yeux de Thorne se plissèrent. J'avais verrouillé l'ascenseur. Chuchota Thorne. Seules 2 personnes possèdent le code prioritaire. Les portes coulissèrent. Un homme en sortit. Il était impeccable. Il portait un costume bleu marine sur mesure qui lui allait comme une seconde peau. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et il portait une mallette en cuir souple. Il souriait, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. C'étaient des yeux de requin, froids et morts. « Jacques, » dit Simon Delacroix, sa voix lisse comme de la soie. « J'ai vu la lumière. Tu travailles tard. Nous avons la conférence de presse demain matin.
Le regard de Simon glissa au-delà de Thorne et se posa sur Hélène. Il l'examina de haut en bas, s'attardant sur la tache de graisse sur son pantalon. Un regard de dégoût pur et total traversa son visage. « Et je vois que nous avons commandé du divertissement. » Simon eut un petit rire méprisant. « Bien que je doive dire, Jacques, que tes goûts se sont détériorés. On dirait qu'elle sort d'une benne à ordures. » Hélène se tint droite, le menton levé. Elle se sentait petite et sale dans ce palais de verre. Mais elle se souvenait des mathématiques. Les mathématiques la rendaient puissante. « Voici Hélène, » dit Thorne, sa voix étonnamment stable. « C'est ma nouvelle auditrice externe. » Simon éclata de rire. C'était un son sec et creux. Une auditrice. Elle a l'air d'être ici pour nettoyer les toilettes. « Jacques, fais-tu une dépression nerveuse? Devons-nous appeler le médecin à nouveau? Je suis ici pour vérifier les calculs, monsieur Delacroix, » dit Hélène. Sa voix tremblait légèrement, mais elle la força à être forte. Simon fit un pas de plus, entrant pleinement dans la pièce. La température semblait chuter. Les calculs. « Je t'assure, ma petite, que les calculs sont parfaits. Ils ont été vérifiés par 3 cabinets indépendants. »« Vraiment ?» défia Hélène. « Alors pourquoi le coefficient bêta dans votre modèle de risque suppose-t-il un marché plat alors que l'indice de volatilité explose? Et pourquoi y a-t-il un algorithme récursif intégré dans le grand livre d'Étalgard, lié à un compte dormant au Caïman? » Le silence qui suivit fut absolu. Simon Delacroix cessa de bouger. Son sourire s'évanouit. Le masque glissa une seconde, révélant quelque chose de sauvage en dessous. Il regarda Hélène, puis l'écran derrière elle. Il vit le code qu'elle avait extrait. Il se tourna vers Thorne. « Tu as donné accès au système central à une serveuse. Elle l'a trouvé en 10 minutes, Simon, » dit Thorne doucement. « Il t'a fallu 10 ans pour le construire, et elle l'a démantelé en 10 minutes. » Simon soupira. Il posa sa mallette sur une table en verre. Il ajusta ses boutons de manchette. « Eh bien, » dit Simon, sa voix descendant d'une octave. « C'est regrettable. J'espérais faire cela proprement, Jacques. Te laisser prendre ta retraite dans le déshonneur, peut-être quelques années dans une prison dorée. Mais maintenant... » Simon sortit un téléphone de sa poche et tapota l'écran une fois. Soudain, les lumières du bureau devinrent rouges. Une sirène commença à hurler, un son sourd et lancinant. Les écrans holographiques se brouillèrent. « Qu'as-tu fait ?» demanda Thorne. « Je viens de prévenir la sécurité du bâtiment qu'il y a un intrus au Penthouse, » dit Simon calmement. « Une femme instable qui a attaqué le PDG. Et regardez, » dit-il en désignant Hélène. « Elle est manifestement dérangée, désespérée. Elle s'est probablement introduite ici pour voler de l'argent. La sécurité travaille pour moi, » grogna Thorne. « Ah bon ?» Simon sourit. « J'ai signé le nouveau contrat avec la société de sécurité le mois dernier. Souviens-toi, tu étais trop occupé à déprimer dans tes restaurants pour lire les petites lignes. Ils répondent au directeur financier maintenant. » Thorne se précipita vers le téléphone de son bureau, mais la ligne était morte. « Vous avez environ 3 minutes avant que les gardes armés n'arrivent, » dit Simon en consultant sa montre. « Je vous suggère de vous rendre, Jacques. Dites-leur que vous étiez retenu en otage par cette créature. Et peut-être, juste peut-être, que je ne ferai pas fuiter les dossiers médicaux de votre père à la presse. » Hélène regarda Thorne. Il était pris au piège. Le milliardaire était échec et mat dans sa propre tour. Mais Hélène Valois n'était pas une milliardaire. Elle était une serveuse qui savait naviguer dans le chaos. « Courez !» dit Hélène. Thorne la regarda, interdit. « La salle des serveurs !» cria-t-elle par-dessus la sirène. « A-t-elle une ligne de sortie indépendante ?»« Oui, mais prenez le disque. » Hélène saisit le bras de Thorne, l'entraînant vers le fond du bureau.
Si nous sortons les données du réseau local, nous pouvons prouver la fraude de l'extérieur. Courez. Thorne n'hésita pas. Il saisit un disque dur argenté sur son bureau et s'élança après elle. « Garde !» hurla Simon, perdant enfin son calme. Hélène et Thorne firent irruption dans la salle des serveurs, juste au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvraient à nouveau, révélant 3 hommes en tenue tactique. Thorne ferma violemment la lourde porte en acier de la salle des serveurs et enclencha le verrou magnétique. Des coups résonnèrent contre le métal 1 seconde plus tard. « Ils vont découper ça en 5 minutes », haleta Thorne, s'appuyant contre un rack de serveurs bourdonnant. Il faisait glacial dans la pièce. « 5 minutes, c'est une éternité, » dit Hélène. Elle repéra une trappe d'évacuation de secours dans le plafond. « Comment sont vos capacités en escalade, monsieur de Thorne ?» Thorne leva les yeux vers la trappe, puis les baissa vers la serveuse qui avait bouleversé sa vie. Il sourit, un regard sauvage et téméraire revenant dans ses yeux. « Bien meilleur que mon calcul intégral, » dit-il. Le vent sur le toit de la tour Thorne était assez puissant pour renverser un homme. Être au sommet de 90 étages, en pleine tempête, était une expérience viscérale et terrifiante. La pluie ne tombait pas. Elle attaquait horizontalement comme des milliers d'aiguilles. Hélène s'extirpa de la trappe de maintenance, cherchant son souffle. Son uniforme était trempé, collant à sa peau comme de la glace. Thorne suivit, refermant la lourde porte coupe-feu et tournant la roue pour la verrouiller. « Ils seront sur le toit dans 2 minutes », cria Thorne pour couvrir le rugissement du vent. « Où allons-nous » Hélène hurla en retour. « Nous ne pouvons pas sauter. » Thorne regarda autour de lui. L'héliport était vide. Son hélicoptère n'était pas là. L'ascenseur de service sur le côté nord. Il fonctionne sur un générateur indépendant. Il est utilisé pour les laveurs de vitres. Ils coururent sur le gravier glissant du toit. À leur gauche, le bord du bâtiment tombait dans l'abîme des lumières parisiennes. Un seul faux pas, et la gravité terminerait ce que Simon Delacroix avait commencé. Ils atteignirent la cage de service, une boîte métallique rouillée et ouverte suspendue au flanc du bâtiment. Cela ressemblait à un piège mortel. « Les dames d'abord !» cria Thorne en ouvrant la grille. Hélène monta sur la grille métallique oscillante. Elle regarda en bas. C'était une chute vertigineuse vers le pavé. Le vertige lui fit tourner la tête, mais elle se mordit la lèvre jusqu'au sang pour rester ancrée. Thorne sauta à côté d'elle et abaissa violemment le levier. Le moteur grogna, projeta des étincelles et la cage s'élança vers le bas avec un grincement terrifiant. Ils descendirent dans la brume, laissant le toit derrière eux. « C'était serré », souffla Thorne, essuyant la pluie de ses yeux. Il regarda le disque dur argenté serré dans sa main. « Nous avons les preuves. Nous devons juste apporter ça à l'autorité des marchés financiers. » « Non, » dit Hélène, grelottant violemment. « Nous ne pouvons pas aller à l'AMF. »« Pourquoi pas? Cela prouve tout. »« Simon sait que nous l'avons, » argumenta Hélène, les dents claquantes. « Il possède la société de sécurité. Il a probablement des contacts dans la police. Si nous entrons dans un bâtiment fédéral, nous serons interceptés avant même d'atteindre la réception. Nous devons d'abord décrypter les données. Nous devons les mettre en ligne publiquement, les faire fuiter à la presse, sur Internet, partout à la fois. Il ne pourra pas faire taire le monde entier. » Thorne la regarda avec un respect nouveau. « Vous réfléchissez comme une insurgée. J'ai grandi dans la pauvreté, Jacques. On apprend à se battre avec les moyens du bord. » La cage s'arrêta brusquement au 40e étage. « Pourquoi nous sommes-nous arrêtés ?» demanda Hélène. Thorne secoua le levier. Coupure de courant. Simon a dû couper la grille auxiliaire. Ils étaient suspendus à 150 mètres de haut, dans un panier métallique à mi-chemin du bâtiment. Soudain, la fenêtre la plus proche d'eux vola en éclats.
Le verre se pulvérisa sur eux. Thorne se jeta sur Hélène, la protégeant de son corps. Un drone, un lourd drone de sécurité industrielle, planait devant le cadre de la fenêtre brisée. Il ne filmait pas. Il portait une petite charge menaçante fixée sous son châssis. « Il envoie des drones !» hurla Hélène. « Est-ce une prise de contrôle hostile ou une guerre ? Avec de la croix, c'est la même chose !» cria Thorne. Il donna un coup de pied dans la grille de la cage. « Nous devons entrer à l'intérieur, au 40e étage. » Ils s'extirpèrent de la cage oscillante, sautant par-dessus le vide pour franchir la fenêtre brisée. Ils atterrirent sur la moquette épaisse d'une salle de conférence sombre et vide. Thorne fit une roulade et se remit debout, aidant Hélène. « Ma jambe » haleta Hélène. Elle regarda en bas. Un éclat de verre avait traversé son pantalon et s'était enfoncé dans son mollet. Le sang imbibait déjà le tissu. Merde. Thorne déchira sa cravate et s'agenouilla. Il la noua fermement autour de sa jambe, en guise de garrot improvisé. Ses mains étaient tous, étonnamment précises. « Pouvez-vous marcher ?»« Je le dois, » grimaça-t-elle. « Cet étage est celui du département marketing, » chuchota Thorne. « Il devrait y avoir une cage d'escalier au centre si nous voulons atteindre la rue. »« Jacques, » dit Hélène, sa voix baissant d'un ton, « regardez !» Elle pointa du doigt la télévision fixée au mur de la salle de conférence. Elle avait été allumée à distance. C'était un flash d'information. Le bandeau en bas de l'écran indiquait, en direct, « Chasse à l'homme pour le PDG déchu ». Le présentateur parlait d'un ton grave. La police encercle la tour Thorne suite à des informations indiquant que Jacques de Thorne, le milliardaire, a subi une crise psychotique. Les rapports indiquent qu'il a pris une otage. Une jeune femme identifiée comme une serveuse d'un restaurant local. Thorne est considéré comme armé et dangereux. Hélène fixa l'écran. Son visage, sa photo de carte d'identité, était affichée à côté de celle de Thorne. « Je suis une otage », murmura-t-elle. Il a inversé le récit. « Il est brillant », admit Thorne, une colère sourde bouillant dans sa voix. Il a retourné le plateau de jeu. Si la police me voit, ils tireront pour me tuer afin de vous sauver. S'ils vous voient, ils vous placeront en garde à vue là où Simon pourra vous atteindre. Nous sommes seuls, réalisa Hélène. Non. Thorne se leva, l'aidant à se mettre debout. Nous avons la vérité, et nous avons 40 millions d'euros. Je croyais que vos comptes étaient gelés. Mes comptes d'entreprise le sont, dit Thorne. Il plongea la main dans sa poche et sortit une petite clé USB noire, différente du disque dur. C'est mon portefeuille de crypto-monnaie, ma réserve personnelle, intraçable. Il contient assez de bitcoin pour acheter un petit pays. Il la regarda intensément. Hélène, écoutez-moi. Je ne peux pas distancer tout ça. C'est ma tête qui est à la télé. Je suis la cible. Il pressa la clé USB noire et le disque dur argenté dans ses mains. Vous devez prendre ça. Quoi? Non, Hélène recula. Je vais faire diversion, dit Thorne fermement. Je vais les attirer vers l'aile ouest. Vous prenez l'escalier de l'aile est. Allez au rez-de-chaussée. Sortez d'ici. Trouvez un cybercafé, une bibliothèque, n'importe quoi avec une connexion qui n'est pas la vôtre. Téléchargez les fichiers. Jacques, ils vont vous tuer. Ils ne me tueront pas tant que les caméras regardent. Je suis trop célèbre pour mourir en silence. Il posa ses mains sur ses épaules. Mais vous n'êtes qu'une serveuse. Pour eux, vous êtes un dommage collatéral. C'est vous qui êtes en danger. Il plongea son regard dans le sien. Vous m'avez sauvé d'une erreur mathématique. Hélène, maintenant, sauvez mon héritage. Avant qu'elle ne puisse protester, Jacques de Thorne se tourna et s'élança hors de la salle de conférence, brisant un vase sur son passage pour faire du bruit. « Je suis ici, rugit-il,
attirant l'attention des faisceaux de lampes torches qui balayèrent le couloir. « Venez me chercher, espèce de parasite !» Des bruits de pas lourds tonnèrent à sa suite. Hélène resta seule dans le noir, serrant les preuves qui pouvaient faire tomber un empire. Sa jambe la lançait, son cœur battait à tout rompre. Elle n'était qu'une serveuse. Elle servait des pâtes. Elle versait de l'eau. Non, pensa-t-elle en serrant les clés USB. Je suis une variable. Et elle était sur le point de changer l'équation. Hélène boita vers l'escalier est, se fondant dans les ombres. La chasse était ouverte. L'issue de secours au bas de l'escalier et donnait sur une ruelle étroite, encombrée de sacs poubelles. Hélène s'effondra sur l'asphalte mouillé, sa jambe se dérobant sous elle. Elle retint un cri, sentant le goût du fer dans sa bouche. La ville criait elle aussi. Les sirènes hurlaient de toutes parts, ricochant sur les gratte-ciels. Des lumières bleues et rouges clignotaient contre les murs de briques. « Équation », se dit Hélène, forçant sa respiration à ralentir. Isoler la variable. Résoudre pour la survie. Première étape, la blessure. Elle se traîna derrière une benne à ordures. L'adrénaline qu'il avait portée pendant 40 étages s'évaporait, remplacée par une agonie froide et lancinante dans son mollet. Elle dénoua la cravate de soie. La coupure était profonde, laide, mais le saignement s'était calmé. Elle fouilla dans son sac. Elle n'avait pas de trousse de secours, mais elle avait le kit de survie d'une serveuse, une petite bouteille de gel hydroalcoolique, de la superglue pour les talons cassés et un rouleau de ruban adhésif. « Ça va faire mal », murmura-t-elle à la pluie. Elle versa le gel sur la plaie ouverte. La douleur fut aveuglante, une étoile blanche explosant dans sa vision. Elle haleta, les larmes se mêlant à la pluie sur son visage. D'une main tremblante, elle pinça la peau pour rapprocher les bords et appliqua la superglue, scellant la blessure. Elle enroula le ruban adhésif par-dessus, serré. C'était rudimentaire. C'était brutal. Mais cela tiendrait. Deuxième étape, l'évasion. Elle se leva. Elle ne pouvait pas aller à l'hôpital. Delacroix aurait déjà signalé son visage. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle. La police l'attendrait. Elle vérifia son téléphone. Pas de réseau. Ou plutôt, réseau bloqué. Elle réalisa alors pour le GPS. Si Simon Delacroix était aussi minutieux que Thorne le disait, il traçait déjà l'email de son téléphone. Elle transportait une balise de localisation. Hélène regarda l'appareil, son lien avec le monde, contenant les photos de son père, ses contacts. Elle n'hésita qu'une seconde. Elle le jeta dans une flaque d'eau et l'écrasa avec le talon de sa chaussure, jusqu'à ce que l'écran soit réduit en poussière. Elle était un fantôme désormais, véritablement invisible. Elle sortit de la ruelle, laissant ses cheveux tomber sur son visage. Elle émergea dans la foule de curieux qui s'étaient rassemblés derrière le cordon de police pour observer le spectacle à la tour Thorne. « On dit qu'il a une bombe », chuchota une femme à côté d'elle. « Le milliardaire est devenu fou. »« J'ai entendu dire qu'il a tué une serveuse », répondit un homme. Hélène garda la tête basse et avança. Elle se fondit dans le flux des piétons, utilisant la dynamique des fluides de la foule pour masquer son boitement. Elle se dirigea vers le métro. Troisième étape, la mise en ligne. Elle avait besoin d'un ordinateur, mais pas n'importe lequel. Elle avait besoin de puissance de calcul, d'anonymat et d'une connexion assez rapide pour exécuter un décryptage de haute fréquence. Elle prit la ligne 7 vers le 13e arrondissement. Le wagon était presque vide, les néons vacillaient. Hélène fixa son reflet dans la vitre sombre. Elle avait l'air d'une épave, trempée, sale, le sang suintant à travers le ruban adhésif sur sa jambe. Mais ses yeux étaient clairs.
La panique avait disparu. La logique pure avait pris le dessus. Elle descendit à Place d'Italie et marcha 2 blocs jusqu'à un endroit appelé le Nexus. C'était un cybercafé en sous-sol, de ceux qui sentent la boisson énergisante et le plastique surchauffé. L'endroit était bondé d'adolescents hurlant dans leurs casques, jouant à des jeux en ligne. Hélène posa un billet de 50 € mouillé, un pourboire de la semaine dernière, sur le comptoir. L'employé, un adolescent blasé aux cheveux verts, ne leva même pas les yeux de son manga. « Cabine au fond !» grogna-t-il. « Pas de téléchargements illégaux !» Hélène s'assit au terminal. Elle brancha le disque dur argenté et la clé USB noire. Ses doigts survolèrent le clavier. « D'accord, Jacques, » murmura-t-elle. « Voyons ce que vous avez acheté. » Elle ouvrit le disque. Comme elle s'y attendait, cryptage AES 256 bits. Forcer l'accès prendrait 1 million d'années. Elle regarda la clé USB noire, le portefeuille crypto. Thorne avait dit que c'était de l'argent. Mais Jacques de Thorne était un homme qui voyait des motifs partout. Il ne lui donnerait pas seulement du liquide, il lui donnerait une clé. Elle ouvrit l'interface du portefeuille. Il fallait une phrase de récupération. Elle ferma les yeux, repensant au restaurant, à la serviette, au moment où elle l'avait corrigé. Vous sous-estimez la volatilité d'un facteur 3. Elle tapa la phrase de récupération, volatilité, facteur 3. Accès autorisé. Le portefeuille s'ouvrit. Ce n'était pas seulement du Bitcoin. Intégré dans les notes de transaction de la première pièce se trouvait une chaîne de code hexadécimale, la clé de décryptage. Hélène copia la chaîne et la colla dans l'invite du disque dur. L'écran clignota en vert. Des dossiers s'ouvrirent en cascade. Tout était là. Les courriels entre Simon Delacroix et Vanguard Holding, les virements bancaires, les rapports d'audit falsifiés et un historique de discussion. Hélène ouvrit le journal le plus récent daté d'il y a 3 heures. La Croix, Thorne est sur la piste de la boucle. Vanguard, initiez le protocole 0. Faites s'effondrer l'action. Liquidez les actifs. Faites passer cela pour un suicide. La Croix et la fille. Vanguard, collatéral. Le sang d'Hélène ne fit qu'un tour. Ce n'était pas seulement un vol. C'était l'assassinat de la vie d'un homme, utilisant la bourse comme arme de crime. Elle vérifia les contrats à terme. Thorne Capital, TCAP, était déjà en chute libre sur les marchés asiatiques. L'algorithme que Lacroix avait planté vendait à découvert des millions d'actions chaque seconde, enfonçant le prix dans la boue. Au moment où la cloche de la bourse de Paris sonnerait à 9h30, Thorne Capital ne vaudrait plus rien. Jacques serait ruiné, et le récit du suicide serait complet. Hélène regarda le solde de Bitcoin dans le portefeuille, l'équivalent de 40 millions d'euros. Elle pourrait prendre cet argent. Elle pourrait le transférer sur un compte offshore, disparaître, payer la chirurgie de son père, et vivre sur une plage pour toujours. Jacques de Thorne était probablement déjà menotté, ou pire. Pourquoi sauver un homme qu'il avait ignoré pendant 2 heures avant qu'elle ne prouve sa valeur? Elle regarda à nouveau l'historique de discussion et la fille collatérale. Il pensait qu'elle n'était qu'une variable négligeable, destinée à être arrondie à 0. Hélène Valois ouvrit une fenêtre de terminal. Elle n'ouvrit pas un site de lanceur d'alerte. Elle n'envoya pas de mail au journal Le Monde. Elle ouvrit une plateforme de trading à accès direct. « Tu veux jouer avec les chiffres, Simon ?» Hélène fit craquer ses articulations, la lumière bleue du moniteur illuminant son sourire féroce. « Jouons. » Elle commença à taper. Elle n'allait pas seulement faire fuiter les données. Elle allait exécuter un short squeeze, une liquidation forcée. Elle allait utiliser les 40 millions de Jacques pour racheter chaque action que le robot de Lacroix essayait de vendre.
Elle allait attraper le couteau qui tombait et le renvoyer droit au visage de l'agresseur. Jacques de Thorne était assis sur une chaise boulonnée au sol. Il n'était pas dans un commissariat de police. Il savait à quoi ressemblait une cellule de garde à vue. C'était trop luxueux. Les murs étaient recouverts de panneaux beiges insonorisés. La table était en acajou, mais ses mains étaient attachées derrière son dos par des liens en plastique. Et l'homme qui se tenait près de la porte portait un uniforme de sécurité privée, pas un badge de la police nationale. Ils étaient dans une salle de transit au rez-de-chaussée de la tour Thorne. La police était à l'extérieur, tenue à l'écart par la situation de prise d'otage orchestrée par Lacroix. La porte s'ouvrit. Simon Delacroix entra. Il paraissait impeccable, pas un cheveu de travers, tenant un gobelet de café. « Tu as l'air fatigué, Jacques, » dit Simon en s'asseyant sur le bord de la table. « Tu ne peux pas me garder ici éternellement, Simon, » dit Jacques, la voix rauque. « La police finira par exiger de voir le suspect. La police est très patiente quand elle croit qu'il y a une prise d'otage impliquant des explosifs, » dit Simon en prenant une gorgée. « Je leur ai dit que tu négociais, que tu étais instable. Cela me donne du temps. Du temps pour quoi ? Du temps pour trouver la fille. » Simon soupira. « Mes hommes ont ratissé le bâtiment. Elle a disparu. Tu as fait une belle scène pour les distraire. Très noble, très stupide. » Il se pencha vers lui. « Où est-elle, Jacques ? Elle a ma propriété. » Jacques rit. C'était un son brisé, saccadé. « Elle a la vérité. Et elle est plus intelligente que toi, Simon. Elle est déjà loin. Elle est probablement déjà en train de parler aux autorités. » « J'en doute. » Simon consulta sa montre. C'est une serveuse. Elle a peur. Elle se cache probablement dans une benne à ordures. Et même si elle contacte les autorités, il est trop tard. Regarde. Simon alluma l'écran plat au mur. Il montrait le téléscripteur de Thorne Capital. TCAP 12,50 €, moins 68%. L'algorithme dévore ton héritage tout cru, Jacques, chuchota Simon. À 9h30, tu seras insolvable. Je rachèterai les restes de ton entreprise pour quelques centimes, et Vanguard possédera tout. Tu ne seras plus rien. Jacques fixa l'écran. Les chiffres s'effondraient. Des flèches rouges partout. C'était la fin. Tu as gagné, murmura Jacques, vaincu. Je gagne toujours parce que je ne laisse pas la sentimentalité entraver le... Simon s'arrêta net. Il plissa les yeux vers l'écran. Le téléscripteur avait cessé de descendre. TCAP 12,50 €, 12,55 €, 12,80 €. Un bug, marmonna Simon. TCAP 13,50 €, 14,20 €, 16 €. Non. Les chiffres ne se stabilisaient pas seulement. Ils grimpaient. Et ils grimpaient vite. Qu'est-ce qui se passe ? Simon se leva, laissant tomber son gobelet de café. Pourquoi ça remonte ? L'algorithme est réglé sur une pression de vente maximale. TCAP 19 €, plus 15%. La barre de volume au bas de l'écran explosa. Quelqu'un achetait. Quelqu'un achetait des millions d'euros d'actions par bloc massif et agressif. Simon sortit violemment son téléphone de sa poche. « Donnez-moi la salle de marché. Qui achète ? Qui a les liquidités pour absorber tout ça ?» Jacques regardait, confus. Il savait que ses comptes étaient gelés. Il savait que ses alliés l'avaient abandonné. Qui avait le capital ? Puis, il se souvint du portefeuille crypto. Il regarda l'écran. Le schéma d'achat était erratique, féroce. Ce n'était pas un algorithme institutionnel. C'était manuel. C'était un être humain qui traitait avec la férocité d'un animal acculé. « Hélène !» souffla Jacques. Simon hurlait dans son téléphone. « C'est une liquidation forcée. Arrêtez le robot. Quelqu'un contre-attaque. Il force le prix à la hausse. » Sur l'écran, le cours s'envola. TCAP 35 €, plus 120%.
Parce que le robot de Simon vendait à découvert, pariant que le prix baisserait, il devait emprunter des actions pour les vendre. À mesure que le prix montait, le robot perdait de l'argent de façon exponentielle. Pour stopper les pertes, le robot était forcé de racheter les actions au prix fort, ce qui faisait grimper le cours encore plus haut. C'était une spirale de mort pour le vendeur à découvert. Une liquidation forcée monumentale. « Coupez tout !» hurla Simon. « Éteignez le serveur. »« Tu ne peux pas, » dit Jacques, un lent sourire s'étirant sur son visage. « Le serveur est au penthouse. Et tu as verrouillé l'ascenseur, tu te souviens ?» Simon projeta son téléphone contre le mur. Il se tourna vers Jacques, les yeux fous de rage. « C'est elle. C'est ce rat de cuisine qui fait ça. » Il sortit une arme de sa ceinture, un pistolet élégant muni d'un silencieux. « Dis-moi où elle est, ou je t'exécute ici même, et je dirai à la police que tu m'as sauté à la gorge. »« Je ne sais pas où elle est, » répondit Jacques en fixant le canon de l'arme. « Mais je sais qu'elle a déjà gagné. TCAP 85 € plus 400%. Je perds des milliards, » hurla Simon. Son calme s'était évaporé. Le requin s'agitait désespérément sur le pont. Soudain, la porte de la salle de transit s'ouvrit violemment. Ce n'était pas la police. C'était le système de sonorisation du bâtiment. Il grésilla avant de s'activer, couvrant la musique d'ambiance du hall. « Attention !» Une voix résonna dans tout le hall, forte et claire. C'était une voix de femme, essoufflée mais déterminée. Simon se figea. La tête de Jacques se redressa. « Mon nom est Hélène Valois », tonna la voix. « Je diffuse actuellement depuis le boîtier de maintenance externe du bâtiment. Je viens de transmettre un grand livre crypté de 500 pages à l'autorité des marchés financiers, au journal Le Monde et sur la blockchain publique. » Simon regarda autour de lui, paniqué. Où est-elle? Trouvez la source. Le fichier contient les preuves de détournement de fonds, de délit d'initié et de conspiration pour fraude par Simon Delacroix et Vanguard Holdings. Continua la voix d'Hélène, résonnant sur les murs de marbre. De plus, Simon, vérifie ton compte personnel au Caïman, celui qui est lié au robot de trading. Simon se précipita sur sa tablette. Il se connecta d'une main tremblante. Solde du compte, 0 €. Je n'ai pas seulement acheté l'action, dit la voix d'Hélène, qui ressemblait maintenant à celle d'un juge rendant son verdict. J'ai tracé la source de financement du robot. C'était une rue à double sens. Tu as financé l'attaque. J'ai vidé le réservoir. Tes liquidités ont disparu. Tu es ruiné, Simon. La porte de la salle s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était le GIGN, ou plutôt une unité d'élite de la police. Mais ils ne pointaient pas leurs fusils vers Jacques. Un capitaine s'avança. Il tenait une tablette montrant les documents qu'Hélène avait fuités. « Simon Delacroix, » dit le capitaine, « posez votre arme. Nous avons un mandat fédéral pour votre arrestation pour fraude boursière et vol qualifié. » Simon regarda la police, puis Jacques, puis l'écran où Thorn Capital se négociait maintenant à un niveau historique. Il lâcha son arme. Elle cliqueta sur le sol. Alors qu'ils emmenaient Simon, menotté et hurlant pour ses avocats, un officier coupa les liens de Jacques. Jacques se frotta les poignets, se levant lentement. Il regarda le haut-parleur au plafond. « Où es-tu » chuchota-t-il. Le soleil du matin traversait les fenêtres brisées du penthouse de Thorn Capital, illuminant les débris de ce qui avait été une zone de guerre quelques heures plus tôt. L'air sentait encore l'ozone et les serveurs en surchauffe. Les équipes de la police scientifique se déplaçaient comme des fantômes silencieux, relevant des empreintes sur les tables en verre, tandis qu'une équipe d'avocats coûteux discutait bruyamment dans un coin. Jacques de Thorn se tenait au milieu du chaos, sourd au bruit. Il fixait le seul objet de la pièce,
qui n'avaient pas été saisis comme preuve ou détruits pendant le siège. Une serviette en papier froissé et tachée de ketchup. Elle reposait sur le bureau en acajou, comme un drapeau blanc dans une mer de ruines corporatives. Monsieur de Thorne. Jacques ne leva pas les yeux. C'était le capitaine Miller, l'officier en charge, l'air fatigué et tenant un carnet. Nous avons terminé l'inspection, monsieur. Simon Delacroix est en cours de traitement au centre de détention. Nous avons sécurisé les serveurs, mais Miller hésita, changeant d'appui. Nous n'avons toujours pas trouvé la femme. Mademoiselle Valois. La tête de Jacques se redressa brusquement. Vous avez vérifié les escaliers, le toit, partout. Elle n'est pas dans le bâtiment. Nous avons tracé cette diffusion non autorisée jusqu'à un boîtier de maintenance au niveau de la rue. Mes hommes ont trouvé du sang près du panneau, mais aucun signe d'elle. Elle s'est évaporée dans la circulation du matin. Une angoisse froide, plus acérée que la perte de n'importe quelle fortune, perça la poitrine de Jacques. Elle était blessée, elle était seule. Et malgré le fait qu'elle ait sauvé son empire, elle pensait probablement qu'elle était une fugitive. Dans son monde, celui des factures impayées et des dettes médicales, la police ne protégeait pas les gens comme Hélène Valois. Il les arrêtait. Elle n'ira pas à l'hôpital, marmonna Jacques à lui-même. Elle sait que la croix a des yeux partout. Elle va se terrer. Monsieur, nous avons besoin d'une déposition concernant les allégations de prise d'otage. J'en ai fini avec les dépositions, grogna Jacques. Il saisit la serviette et la fourra dans sa poche. Préparez ma voiture. Je sais où elle se trouve. 40 minutes plus tard, une berline noire bosselée s'arrêta devant le trottoir d'un petit café de banlieue à Aubervilliers. C'était le genre d'endroit qui sentait l'huile de friture usée et le chagrin, où le café était assez fort pour décaper de la peinture. Jacques descendit du véhicule. Il portait toujours sa chemise de cérémonie ruinée, tachée de suie et de sueur, ses cheveux en bataille. Il poussa la porte vitrée, le carillon joyeux contrastant avec la boule d'anxiété dans son estomac. Le café était calme. Un chauffeur de poids lourd était au comptoir. Mais dans le box tout au fond, niché dans les ombres, se trouvait une silhouette affalée sur une table en formica jaune. Elle dormait. Sa tête reposait sur ses bras croisés. Sa jambe blessée était posée sur le banc en vinyle, entourée d'un bandage maladroit fait de gaze blanche et de rubans adhésifs. Une assiette d'œufs brouillés froids restait intacte près de son coude. Jacques s'approcha lentement. Elle semblait incroyablement fragile. La mathématicienne féroce qui avait liquidé un fonds spéculatif et surpassé un sociopathe n'était plus là. À sa place, il n'y avait qu'une jeune femme épuisée dans un uniforme de serveuse sale. Il glissa dans le box en face d'elle. Hélène ouvrit brusquement les yeux. Elle sursauta, sa main plongeant instinctivement vers son sac sous la table, là où elle avait probablement caché les disques durs. « Doucement », dit Jacques d'une voix apaisante, levant les mains. « C'est fini. Vous pouvez arrêter de courir. » Hélène cligna des yeux, le regarda et rougit. Elle le regarda, puis regarda la porte, s'attendant à voir les menottes. Est-ce que ça a marché? Sa voix n'était qu'un murmure, fragile comme du verre. Ça a marché, répondit Jacques en se penchant en avant. Delacroix est fini. Les autorités ont tout reçu. Et l'action? L'action se négocie à 124 €. Techniquement, Hélène, vous m'avez fait gagner environ 3 milliards d'euros pendant que j'étais coincé dans ce bureau. Hélène laissa échapper un long soupir tremblant. Ses épaules s'affaissèrent. Cool. Alors, est-ce que je peux récupérer mon tablier? Je dois assurer mon service. Michel m'a définitivement viré et le loyer tombe mardi. Jacques ne put s'en empêcher. Il éclata de rire,
un rire sincère et chaleureux qui lui sembla étranger. « Votre tablier. »« Hélène, vous vous inquiétez pour le loyer. J'ai des factures, Jacques. J'ai un père qui... »« Votre père a été transféré, » interrompit Jacques, sa voix douce mais ferme. « J'ai passé l'appel depuis la voiture. Il est actuellement installé dans une suite privée à l'hôpital américain. Les meilleurs spécialistes du pays examinent son dossier. Tout est payé. La chirurgie, la rééducation, les soins pour toujours. » Hélène se figea. Les couleurs quittèrent de son visage, puis y revinrent en force. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais sa voix lui fit défaut. Des larmes montèrent à ses yeux, coulant sur ses joues avant qu'elle ne puisse les arrêter. Elle pressa une main sur sa bouche, secouée de sanglots silencieux. « Pourquoi ?» parvint-elle à articuler. « Parce que vous m'avez sauvé la vie, » dit Jacques. « Et parce que vous aviez raison sur le risque, sur les mathématiques, sur tout. » Il plongea la main dans sa poche et posa un document plié sur la table collante. Ce n'était pas un chèque, c'était un contrat de travail. « J'ai licencié toute mon équipe de stratégie ce matin, » dit Jacques. « J'ai besoin d'une associée, de quelqu'un capable de voir les chiffres qui n'existent pas. » Hélène essuya ses yeux avec une serviette en papier. Elle regarda le contrat, puis le café autour d'elle, le mug ébréché, la vie dans laquelle elle était piégée. Puis, elle regarda Jacques. Elle prit un stylo, mais elle ne signa pas tout de suite. À la place, elle retourna la feuille. Sur le dos blanc, elle dessina rapidement une équation différentielle, un modèle complexe pour une croissance éthique et durable. Elle la poussa vers lui. « Votre modèle actuel est prédateur, » dit-elle, un petit sourire féroce revenant sur ses lèvres. « Si j'accepte le poste, nous changeons les variables. Nous ne démantelons plus les entreprises. Nous les reconstruisons. Plus de capitalisme de vautours. C'est ma condition. » Jacques regarda l'équation. C'était élégant. C'était brillant. Il sourit. Marché conclu. 6 mois plus tard. L'ascenseur menant au 90e étage de la toute nouvelle société Valois Thorn Capital carillonna doucement. Hélène Valois en sortit. L'uniforme taché de graisse n'était plus qu'un lointain souvenir, remplacé par un tailleur gris anthracite sur mesure qui imposait le respect. Elle traversa le bureau, non pas avec un boitement, mais avec une assurance qui obligeait les analystes juniors à se tenir plus droit. « Bonjour, mademoiselle Valois », lança la réceptionniste. « Bonjour, Sarah. Envoyez l'analyse des marchés asiatiques dans mon bureau. » Elle entra dans la suite du penthouse. L'atmosphère sombre et pesante avait disparu. Les stores étaient ouverts, inondant la pièce de lumière. Jacques était à son bureau, examinant un affichage holographique. « Les rapports du 3e trimestre sont là, » dit-il sans lever les yeux. « En hausse de 40%. La volatilité est proche de zéro. Le conseil d'administration est terrifié par vous, au fait. »« Tant mieux, » dit Hélène, en posant son thé sur le bureau, juste à côté d'un petit cadre en verre contenant une serviette tachée de ketchup. Elle se dirigea vers la fenêtre et contempla l'horizon de Paris. C'était la même ville qu'il avait ignorée autrefois. La même ville où elle avait été invisible. Maintenant, elle en était l'un des architectes. « Vous savez, » dit Jacques en la rejoignant à la fenêtre. « Je pense toujours que votre modèle de probabilité sur le secteur des énergies renouvelables était trop agressif. » Hélène sourit, captant son reflet dans la vitre. « Vérifiez encore les calculs, patron. Je n'ai jamais tort. » Jacques se tourna vers elle. Il ne voyait pas une serveuse. Il voyait la personne la plus intelligente de la pièce. « Je sais, » dit-il. « Je compte bien là-dessus. » Et c'est ainsi qu'Hélène Valois est passée du service des tables à la direction d'un empire financier en une seule nuit.
Cela prouve que parfois, la personne la plus intelligente de la pièce n'est pas celle qui porte le costume le plus cher. C'est celle qui verse l'eau. Hélène n'a pas seulement changé son compte bancaire, elle a prouvé que le génie est une variable qui ne peut être supprimée éternellement. La résilience d'Hélène et sa capacité à transformer une situation de vie ou de mort en une opportunité de justice sociale ont redéfini ce que signifie réussir dans le monde moderne. La symbolique de la serviette en papier, autrefois déchet et désormais relique de pouvoir, rappelle à chaque visiteur de la tour que la valeur ne se trouve pas toujours là où on l'attend. André Valois, désormais installé dans une maison médicalisée de Pointe financée par les fruits de ce nouveau capitalisme plus humain, regarde souvent les informations, voyant sa fille citée comme l'une des femmes les plus influentes d'Europe. Le passé de serveuse d'Hélène n'est plus une honte, mais une force, une expérience de terrain qui lui permet de comprendre les rouages invisibles de l'économie réelle, là où les autres ne voient que des abstractions mathématiques. Jacques de Torne, de son côté, a trouvé plus qu'une associée. Il a trouvé une boussole morale dans un monde qui en manquait cruellement. La tour Torne, autrefois forteresse de solitude, est devenue un phare de renouveau. Chaque décision prise entre ces murs est désormais passée au crible de l'équation Valois, cherchant non seulement le profit, mais l'impact. Simon Delacroix, derrière les barreaux de sa prison, ne peut que ruminer sur l'imprévisibilité du chaos qu'il pensait maîtriser. Il avait oublié une règle fondamentale de l'univers. Aucune variable n'est jamais tout à fait isolée. Et une seule serveuse, avec un esprit brillant, peut suffire à renverser tout un système corrompu. La renaissance d'Hélène est complète. De l'obscurité de l'allée de service à la lumière éblouissante des sommets parisiens. Elle incarne la preuve vivante que la connaissance est le levier le plus puissant au monde. Dans les couloirs de Polytechnique, on raconte désormais son histoire aux nouveaux étudiants, non pas comme un avertissement sur les dangers de la vie, mais comme une légende sur la puissance de l'intégrité. Jacques et Hélène continuent de travailler tard. Mais ce n'est plus par désespoir ou par peur des ennemis. C'est par passion pour le puzzle. Pour cette danse éternelle des chiffres qui, lorsqu'ils sont bien ordonnés, peuvent créer un monde meilleur. Et chaque fois que le doute s'installe, il leur suffit de regarder ce petit bout de papier encadré sur le bureau. Ce rappel constant que tout a commencé par une simple erreur de calcul corrigée avec courage dans le silence d'une nuit pluvieuse à Paris.